Angoisse, panique et anxiété, un mal-être encore peu évoqué et pourtant quasiment quotidien dans nos écoles et dans nos établissements, et même au-delà de la sphère scolaire. Un mal qui n'épargne par ailleurs ni les élèves ni les personnels. Aujourd'hui, question d'apparence simple, savons-nous gérer l'anxiété au sein du milieu scolaire? On s'en parle dans Capsule Éducation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose l'habituel tour des définitions et des chiffres précis de ce mal-être. Angoisse, anxiété, panique, stress, phobie, burn-out, dépression, des états qui se manifestent différemment et qui ont tous en commun le fait de nous affecter psychologiquement. Confusion des termes assez facile, ajoutons-y une tendance à vouloir se diagnostiquer soi-même sans une aide médicale, d'où le besoin d'y remettre de l'ordre dans le sens même des mots. Définition d'angoisse. Soit une grande inquiétude, anxiété profonde née du sentiment d'une menace imminente mais vague, soit un sentiment pénible d'alerte psychique et de mobilisation somatique devant une menace ou un danger indéterminé et se manifestant par des symptômes neurovégétatifs caractéristiques. Définition d'anxiété. Soit une inquiétude pénible, tension nerveuse causée par l'incertitude, l'attente, l'angoisse. Soit un trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Définition de panique. Terreur soudaine et irraisonnée, souvent collective. Définition de stress. État réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Définition de phobie. Soit une crainte angoissante et injustifiée d'une situation, d'un objet ou de l'accomplissement d'une action, soit une aversion très vive pour quelqu'un ou peur instinctive de quelque chose. Vient alors le burn-out, un syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense, générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir. Quant à la dépression, il s'agit d'un état pathologique marqué par une tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Ce qui saute assez vite aux yeux, c'est qu'on retrouve en fait trois états dans ces mots, MAUX. D'abord, le stade de l'émotion, soit une réaction psychologique plutôt brève, si l'on veut simplifier. Après l'émotion vient le sentiment, c'est-à-dire un ressenti plus durable qui s'accompagne de sensations et de réactions psychologiques et physiques. Et c'est d'ailleurs l'émotion qui génère le sentiment. Enfin, on en vient au trouble, à un état qui n'est pas inférieur ou supérieur aux deux autres termes au niveau de l'intensité. Simplement, il s'agit d'un trouble psychique. Ici, ce sont des troubles anxieux ou des troubles de stress post-traumatique, et ces deux états-là ont une incidence directe sur la vie, l'humeur et le comportement de la personne qui en souffre. Voilà donc les distinctions. Angoisse, anxiété et phobie existent à la fois sous la forme d'une émotion et sous la forme médicale, celle du trouble. La différence étant que l'un reste maîtrisable et l'autre nécessite une prise en charge et une attention médicale, alors que panique et stress restent des états plutôt brefs et intenses, mais pas encore dans l'ordre du trouble. Et burn-out, dépression, ce ne sont pas les mêmes symptômes et ce ne sont pas les mêmes troubles. D'ailleurs, la dépression n'est pas un trouble, mais bien une pathologie qui répond à un diagnostic médical strict, même si on trouve des troubles dans ses symptômes. Le burn-out est quant à lui un épuisement dû au stress professionnel qui peut mener à la dépression s'il n'est pas pris en charge. On entend aussi parler de crise de panique, de crise d'angoisse et de crise d'anxiété. En fait, la crise d'angoisse est cette anxiété qui est déjà présente et qui n'est pas contrôlable sur le moment, d'où une manifestation brutale. Quand la crise d'angoisse prend des proportions plus intenses et incontrôlables, on parle alors d'une crise d'angoisse aiguë ou d'une attaque de panique. C'est un stade avancé de la crise. Si l'on confond souvent les trois, c'est surtout parce qu'on ignore quelles sont les différences, et j'avoue que sur le moment, c'est pas vraiment à ça qu'on réfléchit. Tout se situe sur les symptômes en réalité. L'attaque de panique est plus intense, plus brutale, plus dangereuse au final, et la crise d'angoisse ressemble davantage à une crise de spasmophilie. De la même façon qu'on retrouve plusieurs formes d'angoisse que l'on appelle alors des troubles anxieux, si troubles pour être précis, on retrouve aussi plusieurs formes d'anxiété. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'anxiété de performance qui touche plus particulièrement nos élèves. Et oui, on doit ce terme à nos voisins québécois plus au point que nous sur ce sujet. Une anxiété basée sur les évaluations et sur la performance de résultats qu'on demande aux élèves. On y trouve une peur de l'échec, une peur de mal faire et d'être jugé, une peur du regard des autres. Quelque chose de redoutable pour nos élèves et pour nous-mêmes aussi en fin de compte. Alors, mal-être ou pas mal-être? Étant donné que le mal-être est un sentiment de profond malaise, on peut se mettre d'accord là-dessus. L'angoisse ou l'anxiété est bien un mal-être.
et c'est l'un des plus courants, même s'il n'est pas encore très reconnu dans nos établissements scolaires. Ce qu'on en garde, c'est que tout le monde peut y être sujet. Élèves comme enseignants ou personnel de vie scolaire, personnel de direction ou personnel administratif, famille, agents, et au-delà de l'éducation nationale. C'est malheureusement un état qui se banalise partout et qu'on retrouve à peu près dans toutes les écoles, tous les établissements scolaires, dans l'enseignement supérieur et même dans la vie active, avec des conséquences qui dépassent le court terme. Quelques chiffres pour tenter d'y voir plus clair. La Fondation Jean Jaurès a par exemple réalisé un rapport sur un échantillon de 1000 adolescents, et ce sont 43% d'entre eux qui ont répondu avoir eu des troubles anxieux. Mais comme il s'agit d'un petit échantillon, est-ce que ça donne une réelle indication sur l'ensemble des adolescents? Là, c'est pas certain. Dans un rapport de novembre 2021, la défenseuse des droits évoquait 20% de jeunes entre 15 et 24 ans souffrant de symptômes dépressifs. Un chiffre d'ailleurs en hausse par rapport à 2019. Mais entre tous ceux qui sont comptabilisés et ceux qui ne sont même pas identifiés, y a-t-il de gros écarts au final? Côté personnel, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale note que sur 4400 chefs d'établissement interrogés dans un sondage de 2021, ce sont 12,6% d'entre eux qui ont admis avoir déjà eu des pensées suicidaires, soit un tiers de l'effectif sur un petit échantillon. Une autre enquête de 2018 portée par le syndicat des enseignants UNSA montre que 51% des 7500 enseignants interrogés s'est déjà vu délivrer un arrêt de travail lié à son métier. Et comme ça ne concerne que les enseignants du second degré, l'échantillon représente-t-il la réalité ou celle-ci est-elle plus inquiétante encore? D'où vient ce mal-être désormais banal dans nos établissements? Qu'il s'agisse des élèves ou des personnels, il y a déjà une donnée que l'on ne peut pas ignorer. La recherche de la performance ou l'obsession de l'excellence. Toutes les pressions demandées aux élèves pour trouver leur orientation le plus tôt possible, pour choisir leurs études, pour obtenir les meilleurs résultats tout de suite et pas des résultats progressifs. La pression de leur avenir, car s'ils n'ont pas d'excellentes notes, ils ne peuvent pas intégrer les écoles de leur choix. Et s'ils n'accèdent pas à un diplôme reconnu, les entreprises ne leur porteront pas d'attention ou de crédit lors des embauches. L'orientation, tout un sujet qu'on avait déjà commencé à traiter dans l'épisode 9, notamment avec Parcoursup, le nouveau bac et la disparition des personnels d'orientation. Oui, tout ceci est étroitement lié. Allons-y encore, toutes les pressions que les personnels subissent pour former des élèves excellents en se basant sur le résultat scolaire et pas sur autre chose, en les évaluant sur la base de compétences et plus sur celle des connaissances. Les pressions pour servir l'élève et sa famille, se conformer à ses désirs et plus à ses besoins, dans une forme de clientélisme même pas caché. Les pressions pour donner de sa personne en toutes circonstances, y compris lorsque la scienté n'y est pas, que les conditions de travail n'y sont pas. Rien que de la performance, parce que le temps est une denrée rare et qu'il faut avancer tous ensemble au même rythme, donc perdre les plus en difficulté en chemin, faire l'impasse sur les personnes qui nécessitent plus de temps, plus d'explications, plus de présence. Derrière cette obsession du résultat, de la performance et de l'excellence, on y trouve d'autres motifs qui accentuent ce mal-être et contribuent à le rendre permanent et banal dans la maison. C'est-à-dire que cette quête du résultat ne prend pas en compte l'individuel parce qu'elle occulte quelque chose d'essentiel. Tout le monde n'avance pas au même niveau. Tout le monde ne vise pas le même niveau. Tout le monde ne peut pas atteindre le même niveau. Elle ne prend pas en compte que les élèves d'aujourd'hui sont différents de ceux des générations précédentes. Moins intelligents? Non, pas moins intelligents, mais moins sollicités sur l'exigence du travail scolaire. Moins entendus sur les connaissances, puisqu'aujourd'hui, c'est la compétence qui est privilégiée. Ils ont davantage accès à la culture et aux ressources pour réussir, et paradoxalement, ils sont moins accompagnés par les familles et par l'école, parce que les familles travaillent ou qu'elles ne jugent pas nécessaire d'être derrière l'enfant en apprentissage. Parce que l'école ne peut pas mettre au point un accompagnement individuel avec des conditions de travail toujours plus difficiles d'année en année, alors que le temps manque de toujours plus. Alors oui, la génération d'élèves que l'on a dans nos établissements scolaires s'avère plus délicate à prendre en charge parce qu'elle part avec une épine dans le pied dès le départ. Moins de présence, moins de moyens, moins de place et plus de difficultés. Pas une génération de fragiles, malgré ce qu'en disent quelques anciens, qui eux ont connu des conditions plus rudes, rigides, froides. Mais le fait d'avoir connu une éducation aussi stricte ne fait pas de ces anciens une génération plus intelligente et plus noble, plus avancée. Ce n'est pas non plus juste une question de réseaux sociaux ou de numérique qui anéantissent la capacité de réfléchir des uns et des autres. Qu'est-ce que l'angoisse et l'anxiété viennent faire dedans? La bonne question, ce serait plutôt celle-ci. Quel est le monde dans lequel nous vivons actuellement? C'est un monde de violence permanente banalisé par les réseaux sociaux, par la télévision, par tous les supports au final.
et aussi un monde violent au quotidien. Insultes, incivilités, bousculades, harcèlement, cyberharcèlement, inégalités, addiction et j'en passe. Certes, le numérique y a une place importante, mais il faut aussi le dire explicitement. Ce n'est pas le numérique en lui-même qui produit cette violence, il ne fait que la diffuser parce qu'on lui dit de le faire. Celui qui la produit, c'est bien l'humain. Une violence qui instaure un climat d'incertitude peu propice à la sérénité, au calme, à la confiance. Tout est prétexte à polémique, à insulte, à une exacerbation des émotions facilitées par le numérique et enclenchées par l'humain. Et si les générations précédentes arrivent en cours de route dans cette évolution, nos ados actuels, eux, sont nés avec et apprennent à vivre avec dans une espèce de banalité inquiétante pour nous et normale pour eux, jusqu'à les rendre indifférents. Bref, une violence qu'ils côtoient depuis le début et qui les fragilise d'emblée, sans qu'ils ne le comprennent forcément. Au-delà, il y a aussi les personnels et les familles arrivées en cours de route qui doivent s'adapter à cette évolution négative. Ils la subissent de plein fouet alors qu'ils n'ont pas connu ce climat à leur début. Et quel lien avec le sujet? Les élèves vivent avec cette ambiance depuis le début, pas les personnels, d'où la montée du mal-être puisqu'ils n'arrivent plus à suivre le comportement des adolescents et des élèves à la fois, et des familles même. De quoi générer du stress ou de l'anxiété, en plus du reste des conditions de travail. Il faut hélas y rajouter un certain manque d'empathie et un individualisme qui fait que l'angoisse et toute expression de peur ou d'incertitude est considérée comme une faiblesse, voire comme une tare, et pas juste comme une vulnérabilité. C'est à ça que l'on voit l'importance dans le sens des mots. Quand d'une simple vulnérabilité, on passe à une faiblesse, à une tare. Chacun a ses vulnérabilités, mais la faiblesse est perçue comme une honte qu'il faut éradiquer, une preuve de l'infériorité de l'autre. Et on a du mal à reconnaître que la vulnérabilité a sa place à l'école, parce que fut un temps, l'élève était juste élève et devait porter son rôle d'élève sans manifester sa propre personne. Le rapport au sujet, toujours, c'est qu'il y a deux inquiétudes qui se mélangent dans cette situation. D'abord, la quête de résultats et de l'excellence, ensuite la peur d'être jugé comme faible si l'on montre cette première inquiétude. Le résultat est simple, une anxiété qui grandit et que l'on ne contrôle plus parce qu'elle découle de plusieurs éléments. Il y a la question de l'individualisme, du jugement de performance et quelque part de superficialité et d'éphémère, d'anticipation et de persévérance. On recherche le court terme parce qu'on a l'habitude d'obtenir ce que l'on souhaite tout de suite, du clientélisme en somme. Ce qu'il en reste, c'est que penser long terme cause de plus en plus d'angoisse, parce que justement, on perd collectivement cette capacité à anticiper, à se projeter, à garder un objectif et à s'y tenir. Et franchement, l'ère actuelle n'est pas faite pour anticiper sereinement. L'anxiété s'installe bien au chaud dans nos cellules grises, se fait son nid tandis qu'on s'échine à obtenir du résultat, tandis qu'on donne de sa personne, quitte à s'en pourrir la santé et les idées. Et quand elle sent les barrières s'ouvrir, elle finit par se montrer ouvertement. Et sous quelle manifestation? Dur d'en donner une liste complète des symptômes, puisque chacun réagit différemment en fonction de sa sensibilité. Et là, je ne parle pas en termes de vulnérabilité ou de fragilité. Je parle en termes de façon de ressentir et de réagir. Quelques exemples de ces manifestations. Des maux de tête ou de ventre, ou des douleurs dans d'autres parties du corps, brèves ou non selon l'intensité, ou bien des muscles crispés. Troubles de l'appétit ou comportement compulsif, troubles du sommeil ou un état d'esprit qui se rapproche de la dépression, les symptômes sont nombreux, et encore une fois, personne n'a la même façon de réagir, d'où la difficulté de diagnostiquer sans aide médicale. On risque la confusion très facilement. Quant à la manifestation d'une crise d'angoisse, si l'on sait qu'elle peut ressembler à une crise de spasmophilie avec tremblement, envie de vomir, maux de tête et parfois hyperventilation ou autre, on sait aussi que ce genre de crise ne se manifeste pas qu'en classe. En réalité, personne n'est à l'abri d'une crise en pleine rue, en ville, sur la route, dans la classe, dans l'établissement, en réunion ou chez soi. Voilà pourquoi aucune forme d'anxiété n'est à prendre à la légère, parce qu'elle est dangereuse et imprévisible. Oui, détecter ou anticiper une crise à venir est possible pour les personnes qui ont eu le temps de faire un travail sur elles-mêmes, mais toutes les crises ne sont pas contrôlables, et leur intensité varie chez une même personne. J'ajoute que ce n'est pas parce qu'un élève fait une crise qu'il ne saura pas la contrôler, et que ce n'est pas parce que c'est un adulte qui en fait qu'il saura mieux gérer. Un mal-être quotidien pour tous, et pourtant sa prise en charge laisse cruellement à désirer. Que se passe-t-il au niveau de l'école? Pourquoi la prise en charge est-elle aussi vide, autant pour les élèves que pour les personnels? Je pourrais bien te ressortir l'argument du pas de moyens matériels, financiers et humains, et c'est un argument valable, hein, mais une phrase seule, ça ne suffit pas vraiment. Malgré sa présence quasi quotidienne chez nous, il faut bien comprendre que l'anxiété reste un sujet dont on peine encore à se saisir en France.
peu d'études scientifiques dessus, peu de webinaires ou de conférences qui s'y intéressent suffisamment, et donc forcément peu de communication dessus. La référence francophone dans le domaine, ça serait bien le Québec, mais là c'est un avis perso. En tout cas, un sujet que l'on a encore du mal à comprendre, même si on le vit tous les jours. Une prise en charge qui laisse à désirer, c'est d'abord le manque de compréhension qui empêche de prendre ce mal-être au sérieux. Si tu as des élèves, ils te l'auront peut-être déjà confié. Si tu as toi-même été sujet à l'anxiété, tu l'auras peut-être déjà entendu. Et si tu es en poste dans un établissement ou une école, peut-être que tu l'as toi-même dit ou pensé à un moment donné. Voilà ce qu'on entend. Que les adultes ne savent pas gérer, sont maladroits dans leur façon de faire, balayent ces crises avec l'argument d'une génération fragile, alors que la leur a connu pire sans se plaindre. Préambule indispensable. Ce n'est pas une généralité. Tous les élèves ne se plaignent pas, et tous les adultes ne sont pas insouciants, intolérants ou ignorants sur le sujet de l'anxiété. D'ailleurs, quand je parle d'adultes, ça compte autant pour les personnels que pour les familles. Est-ce que ces remarques sont honteuses? Disons que ça passe pour un manque d'empathie, mais est-ce que c'est une faute à proprement parler? La question, c'est plutôt comment prendre en charge ces crises lorsqu'on ignore tout d'elles, parce que c'est de là que vient une grosse partie du problème. La réaction manque vraiment de tact et d'empathie, mais elle est naturelle. Minimiser ce que l'on ne connaît pas, comparer à son propre vécu, tout simplement parce que le sujet reste flou à nos yeux. Les crises d'angoisse sont un fait relativement récent, même si elles existaient déjà avant, sauf que maintenant elles sont partout, en classe comme ailleurs. Méconnaissance, ignorance et minimisation pour l'essentiel, et pas forcément une intention de nuire. Même si ça n'excuse pas ou que ça ne justifie pas une telle réaction, on peut peut-être mieux la comprendre. Et qu'on s'entende aussi là-dessus. Tous les adultes peuvent avoir ces réactions que je t'ai décrites. Vie scolaire ou enseignant, direction, famille, tout le monde peut en venir à minimiser sans avoir conscience de ce qui est dit, de l'impact que ça a sur la personne en crise. Comment réagir lorsqu'on n'est pas formé sur le sujet? Il se trouve que les formations sont encore peu médiatisées en France, et peut-être plus accessibles au personnel de vie scolaire qu'aux enseignants d'ailleurs. Pourtant, les enseignants sont amenés à gérer des élèves en crise. Ce n'est pas juste un élève qu'il faut sécuriser, c'est aussi le reste de la classe, soit parfois plus de 30 élèves. Avec ça, le stress de l'enseignant est forcément multiplié, surtout quand il n'est pas formé, quand il n'a pas la possibilité de se former. Formation sur la gestion du stress, formation au premier secours en santé mentale, en gestion du suicide ou même détection de dépression. Oui, il y a bien des formations accessibles dans la gestion d'urgence psychique, mais elles ne sont pas obligatoires. Il faut aller les chercher pour y participer. Si l'on a la chance d'entendre parler de telles formations, c'est génial, mais les autres personnels ne se la verront pas dispenser pour autant. Or, pour un mal-être aussi courant et quasi inévitable dans nos établissements, c'est une formation obligatoire qui doit être mise en œuvre, justement pour permettre une prise en charge plus humaine. On se parle d'élèves et de personnel hospitalisés parce que la pression est trop forte. On se parle d'impuissance parfois totale pour des enseignants qui se retrouvent à devoir gérer un élève en crise, alors qu'il y a aussi 30 autres élèves dans la classe, et une vie scolaire pas forcément plus avancée qu'eux. Ce n'est pas juste une prise en charge sur l'instant de la crise qui est nécessaire, c'est toute une réponse collective de prise en charge. Et ça commence avec une équipe de santé qui guide et accompagne élèves et personnel. Depuis la réforme de 2017, les anciens psychologues scolaires sont devenus des psy-EN spécialisés EDA ou EDO, l'un étant dans les écoles primaires, l'autre dispersé entre les établissements de second degré et les CIO. On a aussi des médecins scolaires, des infirmiers, de l'assistance sociale, mais manque de moyens, encore. Par exemple, tous les établissements ne disposent pas d'un personnel infirmier à temps plein, ou même à temps partiel. Oui, il y a des infirmeries, mais il n'y a pas toujours d'infirmiers pour prendre en charge les élèves. D'ailleurs, il n'y a pas toujours d'infirmerie aussi, soyons clairs. Oui, il peut y avoir des psychologues dans les établissements, mais pas à temps plein, pas tous les jours, pas pour tous les établissements. Médecin scolaire pour les personnels, ce n'est pas la joie non plus. Des collègues en détresse doivent attendre des mois avant d'avoir un contact avec le médecin scolaire, et ce n'est pas la faute du médecin en lui-même. On est vraiment sur du manque de moyens sur le pôle médical et social de l'éducation nationale. Enseignants, vie scolaire et direction sont sollicités pour accompagner les jeunes en mal-être. Mais sans la compétence de personnel formé spécifiquement pour agir, l'aide ne va pas loin, parce qu'il y a d'autres missions, d'autres urgences. Et comme les personnels de santé se partagent entre plusieurs établissements, comme ils ne sont pas tous à temps plein sur le même établissement, on se retrouve une fois de plus au pied du mur avec une prise en charge qui ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. Des chiffres? 1500 médecins scolaires disséminés en France, dont à peine 1000 à temps plein. Un effectif de 2500 assistants sociaux sur le pôle social en milieu scolaire. Quelques 3300 psy-EN en poste, soit un psy-EN pour 1500 élèves, au moins.
Sauf qu'on compte 12 millions d'élèves cette année, à quoi s'ajoutent 800 000 enseignants et 300 000 personnels non enseignants partagés entre le public et le privé. Il y a comme un petit grand problème quand on met tous ces chiffres côte à côte. Avoir des personnels de santé, c'est déjà quelque chose. Encore faut-il qu'ils soient bien considérés comme des personnes ressources dans la lutte contre l'anxiété. S'ils sont des référents pour les élèves, l'accompagnement qu'ils procurent au personnel, c'est encore autre chose. On s'imagine facilement que ça ne concerne que les élèves et que les personnels ne sont pas sujets à l'anxiété ou à des crises, n'ont pas besoin de soutien psychologique. D'autant que la communication n'est pas un point fort de l'établissement scolaire, d'où les hésitations et le manque de connaissances, voire de reconnaissance, dans le rôle de chacun. Les uns considèrent que les autres doivent s'occuper des détresses psychiques puisque c'est leur travail et qu'eux n'ont pas le temps de le faire. Les autres considèrent qu'on ne leur porte aucune légitimité et qu'on leur refile la mission de sauver tout le monde, et vite! Et la prise en charge n'avance pas, par manque de solidarité dans l'action collective. Les enseignants jonglent entre les classes, la vie scolaire jongle entre tous les élèves, la direction jongle entre tous les pôles de l'établissement, et les personnels de santé jonglent entre les différents établissements d'affectation. Dur de s'investir lorsqu'on voit autant d'élèves, que l'on manque de temps pour les connaître et les accompagner en toute confiance et en toute sécurité. Prise en charge délicate, voire impossible à tenir par manque de temps, manque de moyens, manque de personnel, et des élèves en mal-être qui ont l'impression de ne pas être écoutés, d'être moqués, d'être baladés de structure en structure. Des personnels en mal-être qui ne savent plus à qui s'adresser si ce n'est à leur médecin traitant, parce que la médecine de travail ne peut pas les recevoir, et que la situation est urgente, que les pressions explosent. Et ce qui est quand même assez étonnant là-dedans, c'est qu'on pointe du doigt l'incapacité des personnels à agir en adéquation, mais quand on regarde ce qui se passe dans la classe, il arrive que ce soit les élèves eux-mêmes qui gèrent la crise du camarade, le rassurent et guident l'enseignant dans sa démarche. Parce qu'ils connaissent peut-être mieux, ou parce qu'ils ont pu s'informer, parce qu'ils ont l'habitude de vivre dans un climat aussi anxiogène. Je n'ai pas la réponse. Je sais que tous les élèves ne savent pas gérer, autant que tous les personnels ne sont pas des ogres sans tact sur la question de l'anxiété. Mais le fait que les élèves puissent prendre en charge un tel mal-être, parfois mieux que nous, je suis à la fois admirative et inquiète. Mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet. En attendant, que faire en cas de crise d'angoisse, d'attaque de panique? Malheureusement, notre manque de compréhension et le manque d'études scientifiques disponibles à ce sujet ne donnent pas beaucoup de solutions. On aide l'élève ou le collègue à respirer, on les sécurise et on sécurise les autres comme on peut. On file chercher de l'aide si on peut, que ce soit en classe comme en dehors de l'établissement. À part rester avec la personne en crise, l'accompagner au mieux, écouter ses demandes et la protéger, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à faire. C'est en soi énorme ce que l'on fait, mais voilà, l'action est limitée, y compris pour les personnels de santé. Même en appelant le SAMU, il faut attendre que la crise passe. Après, seulement après, le travail peut commencer avec la personne en détresse, mais c'est un travail qui se fait sur le temps pour savoir désamorcer les crises à venir. J'aimerais aussi te parler de phobie scolaire, puisque le sujet y est étroitement lié, mais l'épisode est déjà bien long et chaque sujet mérite qu'on en prenne le temps d'en parler séparément. Un épisode qui n'est pas aussi complet que je le voulais. C'est qu'on ne se parle pas que d'anxiété au final, il y a tout un contexte qui va avec. Mais en attendant de faire mieux, je peux au moins te proposer quelques pistes pour accueillir, accompagner et soulager élèves comme personnel. Si l'on accepte que la prise en charge de ce mal-être tient d'une responsabilité et d'une action collective, c'est donc à tout l'établissement qu'il faut étendre les possibilités. En commençant par les professeurs documentalistes et le centre d'information et de documentation. Puisqu'on parle formation, on doit aussi parler documentation, ressources, et le CDI est le lieu parfait pour débuter. D'abord des ressources sur l'anxiété, sur le stress, sur la motivation scolaire ou le mal-être, autant des ouvrages que des romans, des bandes dessinées. Bref, tout ce qui peut permettre aux élèves de s'y retrouver, de mieux se comprendre, de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Témoignages, autobiographies, histoires où l'anxiété a de l'importance. Des ouvrages qu'on peut notamment trouver avec Babelio, un site complet qui permet de se créer des listes de lecture en fonction du sujet, dont l'anxiété ou la phobie scolaire, justement. En voici un exemple que tu pourras trouver dans la description de l'épisode. Ces ressources-là ne sont d'ailleurs pas destinées qu'aux élèves, elles sauront aussi trouver leur chemin dans les mains des adultes, d'où l'intérêt de créer un fonds diversifié, qui accueille à la fois les jeunes et les moins jeunes. Le lieu d'apprentissage qu'est le CDI peut également abriter un lieu de détente, avec modération bien sûr, pour ne pas gêner le travail studieux. En effet, hormis des accords avec la direction et manque de budget, rien n'empêche d'y dédier un espace particulier pour accueillir des élèves, ou même des adultes, quand ils sont en pleine crise d'anxiété ou dans un état proche de l'anxiété.
Pouf, balle anti-stress, coloriage japonais ou mandala, origami avec mode d'emploi, tout ça en libre service pour soulager l'angoisse ou la tenir à l'écart. Selon la possibilité et l'espace, pourquoi pas une petite musique apaisante sans être trop bruyante, ou utiliser les outils numériques comme Padlet ou Geniali pour y mettre des ressources accessibles directement sur Internet, comme par exemple des exercices de respiration, des vidéos qui favorisent la tranquillité d'esprit ou des petits jeux, tout ce qui peut dénouer l'angoisse. Autre possibilité qui peut s'initier entre les professeurs documentalistes et la vie scolaire. Un atelier de dessin ou d'expression libre sous forme de mur des artistes, mur des poètes ou autre type d'exposition, avec le sujet de l'émotion ou du mal-être que l'on peut ressentir, sans en faire un concours ou quelque chose d'esthétique pour autant. N'oublions pas que l'on parle de santé, de mal-être, des sujets encore tabous qui n'appellent pas du tout à en rire et qu'il vaut mieux éviter de comparer dans l'optique d'obtenir une récompense. Il s'agit juste d'ouvrir la parole, de permettre à chacun, élève comme personnel, de s'exprimer librement, et peut-être de comprendre que ce mal-être est partagé par d'autres. Dans la lignée de l'expression et des témoignages, permettre à d'anciens élèves anxieux de partager leur expérience dans des conférences facultatives, pas sur un temps de cours et sans obligation d'encadrement. Si ce n'est pas sur un temps de conférence, peut-être sur temps d'échange dans un atelier, dans un AP, sur une intervention spécifique, avec un souci assez majeur pour le coup. Quand mettre ces témoignages en œuvre? Serait-il possible de ne pas faire sauter un cours, histoire de ne pas bouleverser le calendrier d'un enseignant déjà sous pression par le programme à finir dans les temps, justement? Dans les autres actions possibles qui s'étendent à tout l'établissement, on y trouvera des séances de yoga ou de relaxation, des temps d'échange sur les pauses avec des adultes volontaires pour encadrer, ou même sans adultes, sans encadrement. Des initiatives mises en œuvre par les délégués ou le bureau des élèves, si l'établissement en dispose. En bref, quelque chose qui est organisé par les élèves et pour les élèves, avec l'ennui quand même de ne pas trouver la même solution pour les personnels, qui n'ont pas forcément le temps ou même juste l'envie de partager un tel mal-être entre eux. Parce qu'étrangement, les adultes ont peut-être plus de mal à se confier entre eux que les élèves. Ne parlons peut-être pas de méditation de pleine conscience, la chose étant plutôt polémique dans le milieu et pas vraiment bien acceptée non plus d'ailleurs, ni d'ouvrage de développement personnel, ne tout n'étant pas affilié ou réglementé par l'éducation nationale. Si l'on cherche une action agréée par le ministère, pourquoi ne pas se tourner vers l'éducation émotionnelle et sociale? Quand les pays nordiques développent les cours d'empathie, nous autres nous lançons peu à peu dans la gestion des émotions. C'est le but de l'éducation émotionnelle et sociale. Est-ce qu'un tel cours ou un tel temps d'échange serait possible dans tous les établissements? Il ne concerne certes pas que l'anxiété et le mal-être, mais est-ce qu'identifier et comprendre ces émotions aurait un effet durable sur la gestion de l'angoisse en milieu scolaire? Est-ce que ça permettrait de mieux faire face à toutes ces pressions? Là encore, je n'ai pas vraiment de réponse universelle, d'autant que ces solutions ne peuvent pas venir seules. Eh bien oui, on se parle d'une détresse psychologique de plus en plus courante et qui ne touche pas un seul groupe, mais bien tout le monde. Alors à ce stade, tout ceci doit s'accompagner de moyens financiers, matériels et humains. Ça commence avec un pôle de santé qu'on ne dépouille pas de ses effectifs pour permettre à chacun d'être accompagné au mieux. Ça se poursuit avec des actions qui touchent les élèves et qui n'oublient pas les personnels, parce qu'ils existent aussi, ils souffrent aussi, et les possibilités sont moins nombreuses pour eux, ou alors elles sont bien cachées. Et la prise en charge, alors? Serait-il judicieux de créer une formation obligatoire à tous les personnels, qui viennent du premier degré, du second degré ou de l'enseignement supérieur? Une formation spécifique à la gestion du stress ou quelque chose de plus spécifique à la détresse psychologique? Par qui serait-elle assurée dans ce cas? Faudrait-il y rajouter des temps dans chaque établissement, avec les psy-EN et les personnels de santé, pour définir une stratégie ou une prise en charge locale? Pas si simple d'analyser un tel sujet, pour la simple raison que j'ai vécu ces crises d'angoisse. Alors j'ai vraiment l'impression de ne pas en avoir dit assez, de ne pas avoir suffisamment creusé. Dans mon cas, l'angoisse faisait partie de la phobie scolaire qui se mettait tout doucement en place dans ma vie, avec décrochage, détresse psychologique et tout le tintouin. C'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas réussir à te livrer un épisode au plus près de la réalité. On a tellement de mal à comprendre comment une toute petite pression peut devenir un enfer après seulement quelques jours, semaines ou même mois. Comment d'une petite angoisse on passe à un état qui nécessite une hospitalisation ou un suivi psychiatrique? Encore plus de mal à comprendre comment ça se produit, comment s'en sortir. J'ai commencé à en souffrir à partir de la terminale, et j'ai eu cette chance de tomber sur des personnes qui connaissaient déjà le phénomène, qui savaient comment gérer une crise d'angoisse. Dans cette classe, on était bien 5 à en avoir, sur 24. C'est peut-être peu pour toi, mais moi je trouve que c'est énorme et très inquiétant d'être autant à vivre ce mal-être dans une seule classe.
mais il y avait aussi les adultes pour gérer. Je me souviens de cette merveilleuse enseignante d'histoire géo qui a pris du temps pour me calmer en pleine pause. Elle me serrait la main et me parlait sans élever la voix, sans se moquer, sans dire que je faisais du cinéma. En faisant ça, elle m'a juste permis de revenir à la réalité et de sortir de ma crise en douceur. Oui, enfin, il y a eu d'autres crises, hein, oui, certes. Mais je me souviens particulièrement de ce moment, parce que c'est l'un des seuls où je n'ai pas eu à me soucier de revenir en douceur, sans me mettre en danger. Avec mes parents, ça a toujours été plus difficile de ce côté, parce qu'ils font partie de la génération qui a subi sans se plaindre, pour qui une crise d'angoisse aurait été impensable. Ils ne considèrent plus ça comme ridicule, mais ils en gardent l'idée de fragilité, quand même. Tout ça pour te dire que j'ai vécu la chose et que je n'ai pas été la seule, et qu'encore aujourd'hui, je ressens cette angoisse. Je suis arrivée au stade où je suis normalement en capacité de détecter quand une crise va venir, et j'ai plutôt de la chance parce que ma dernière crise d'angoisse remonte à février 2020. Est-ce que j'en suis libérée pour autant? Pas du tout, hélas, et je le constate régulièrement. Quand un sujet me touche, que je suis moins en forme, plus vulnérable, je sens les débuts d'une crise. C'est à moi de faire en sorte de la contrôler, surtout quand je suis au travail. Et j'espère ne plus en vivre, mais franchement, j'ai de gros doutes. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on ne fait pas une crise pour se rendre intéressant, que se moquer fait encore plus de mal, qu'on manque tellement de formation, de documentation et de vision sur l'anxiété qu'on en arrive à avoir des réactions parfois brutales, qui n'aident pas nos élèves ou nos collègues. Que malgré nous, on peut contribuer à enfoncer une détresse sans même le savoir. D'où le besoin urgent d'apprendre à gérer et à prendre en charge ce mal-être qui n'épargne personne. C'est indispensable. Crucial aussi de se rappeler que l'anxiété touche aussi les personnels et qu'ils méritent qu'on prenne le temps de les accompagner. Un sujet à la fois mis à l'écart dans les sujets de discussion et les inquiétudes est pourtant présent dans chaque école, dans chaque établissement. L'anxiété, ce mal-être qui touche tout le monde et dont on sait si peu qu'immanquablement, la prise en charge passe sur un mauvais pied, malgré toute la volonté qu'on peut y mettre à accompagner ceux qui en souffrent. Alors voilà, faudrait-il accorder une plus grande importance à la détresse psychologique en milieu scolaire, au lieu de la transférer vers d'autres structures? Sur ce, vendredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire et même endroit. Pour le dernier épisode de la saison, mettons le professeur des écoles du premier degré à l'honneur. Spécificité et traitement différents de celui de ses collègues du second degré, il est largement temps de s'en parler. Porte-toi bien et ne baisse surtout pas les bras.